Bienvenue sur Point Culture. Le mois de juin, vous le savez, se fête sous le signe de la musique. En marge donc de la fête de la musique, nous vous mettons déjà dans l'ambiance. Voici donc un va-et-vient musical à travers le temps où nous partageons avec vous nos précieuses rencontres avec le monde de la musique. Focus d'abord sur Francis Thomé, compositeur mauricien que Claudie Rico avait choisi de mettre en lumière à travers une biographie. L'ouvrage reste encore disponible et la musique de ce compositeur reste à découvrir. Alors Francis Thomé est un Mauricien, plus précisément un Port-Louisien. Il est né à Port-Louis donc en octobre 1850 et il est connu aujourd'hui surtout comme pianiste puisqu'il était vraiment un pianiste précoce. Donc toute la famille quitte Maurice vers les années 1856. En 1866, il intègre le Conservatoire de Paris. Il a alors 16 ans, il est relativement jeune. Et il connaît à partir de ce moment une carrière de pianiste, mais aussi de compositeur fulgurante à Paris. Alors c'est d'abord et avant tout, c'est un classement chronologique de ses œuvres. Donc, parce que dans les dictionnaires qui existent, on mentionne Thomé et quelquefois on mentionne 3 ou 4 œuvres, alors qu'il en a composé plus de 400. Donc le premier exercice, c'était vraiment de faire comprendre qu'il est un compositeur prolixe, qu'il a écrit énormément. Donc un classement chronologique, quelle date, dans quelles circonstances, où ça a été joué pour la première fois. En même temps, comment ça a été accueilli par le public, par la presse, donc la réaction des gens de son époque. Et puis peut-être dégager déjà les œuvres les plus abouties qui sans doute méritent de refaire surface. Alors le point de départ a été bien sûr un certain nombre de partitions qu'on avait ici, et ensuite quelques enregistrements qui existent, qui ont été faits en Allemagne et en France. Mais ce qui est intéressant avec Francis Thomé, c'est que comme il était lui-même très intéressé par la presse, il était aussi critique musical, il a été très suivi par la presse de son époque, donc à travers les journaux de l'époque, déjà, on peut retracer énormément de la vie de Francis Thomé et de ses compositions, on peut les dater, on peut dire qui ont été les premiers interprètes de ses œuvres. Donc ça, c'est la source principale. Aussi, il y a eu quelques recherches autour de lui, pas sur lui spécifiquement, mais sur cette période, qui est une période extrêmement intéressante, qui vient juste avant Debussy et qui laisse présager ce qui va arriver. Donc c'est une période intéressante également parce que la technologie change. L'électricité entre dans les maisons, le cinéma muet, la radio. Donc c'est vraiment une période où les artistes s'intéressent à beaucoup de choses et donc on raconte ce qu'ils font. Et je me suis dit, ce serait intéressant de trouver des œuvres qui nous ramènent à Maurice. Et c'est ce qu'on trouve le moins chez lui. En fait, sur les 400 et quelques que j'ai épluchées, il y a une qui s'appelle le manchi. Donc le manchi, c'est un palanquin qu'on utilisait dans les îles et qu'il compose à l'occasion de, lorsque le cyclone de 1892 s'abat sur Maurice et la Réunion. Il va à Londres avec d'autres artistes pour lever des fonds, avec Sarah Bernhardt comme interprète. Et il écrit donc cette musique qu'on appelle une adaptation musicale sur une poésie de Lecomte de Lisle. Et c'est le rapprochement, le seul que j'ai trouvé en fait avec l'île Maurice et la Réunion. Il faut comprendre que Francis Thomé est d'abord et avant tout parisien dans sa composition, c'est-à-dire
ayant été formés au Conservatoire de Paris, qui à l'époque était la meilleure institution d'Europe. On venait de partout pour suivre des cours au Conservatoire. Donc je pense qu'il faut le juger pour ce qu'il était en tant que pianiste de son époque. Et je pense qu'en tant que mauricien, peut-être être fier de ce qu'il a fait là-bas, plutôt qu'absolument vouloir trouver des choses, on va dire, plus tropicales qu'on ne trouve pas. On trouve autre chose de très européen, de très parisien, mais il est quand même un fils du sol. Ces deux extraits, en fait, sont ce qu'on appelle à l'époque donc des adaptations musicales, c'est-à-dire qu'il existe un texte poétique que l'on déclame, mais de manière très précise sur une musique qui est écrite. Donc il faut absolument déclamer à un moment précis de la musique. Et Tomé a été un pionnier dans ce genre. C'est lui on l'a reconnu à son époque comme étant le chef de file de ce genre. Donc lui et son ami qui s'appelait donc Léon Brémond, ils ont énormément fait pour que ce genre se développe. Et je pense que c'est très représentatif de sa musique. Et je pense aussi que ça représente peut-être les plus belles pages de piano de Francis Tomé. Et puis, ce grand moment, c'était il y a 3 ans, dans le cadre du Ernest Vier Jazz Festival. François Jeannot introduisait nos jazzmen au sound painting. On célébrait la mémoire d'un grand jazzman disparu. Depuis, 2 autres grands musiciens nous ont quittés, Noël Jean et José Thérèse. Ils reprennent vie l'espace d'un instant à l'écran, comme pour prouver que la musique résonne éternellement. On pense que le sound painting est lié à l'esthétique du jazz, mais en fait pas du tout. C'est un langage de signes auquel les gens répondent avec ce qu'ils savent faire, avec leur culture. Donc on peut le faire avec des musiciens classiques, avec des musiciens traditionnels de n'importe quel pays. Et c'est absolument pas connoté avec le jazz. Il se trouve qu'ici, évidemment, l'essentiel des participants étaient des musiciens de jazz. Donc ça sonnait peut-être plus jazz que si on avait fait ça au Beloutchistan ou au Kirghizistan avec des gens d'une autre culture. C'est-à-dire, on appelle ça pas des happenings, mais des performances. Et il n'y aura jamais... C'est impossible qu'il y ait 2 performances identiques, même avec les mêmes personnes. On a eu une petite idée de ce qu'on peut faire avec du sound painting, puisqu'il n'y avait que des musiciens. Mais le sound painting devient de plus en plus intéressant si il est multidisciplinaire. Si, en même temps qu'il y a des musiciens, il y a des comédiens, il y a des danseurs, il y a des plasticiens. Toutes les disciplines artistiques peuvent être mises ensemble pour faire des performances. Et là, ça devient vraiment intéressant. Les performeurs, ils viennent et ils fonctionnent, ils apportent ce qu'ils savent faire, ils apportent leur culture. Et en même temps, je trouve que c'est intéressant pas de les déstabiliser un peu, mais d'essayer de les emmener ailleurs, de leur faire jouer des choses qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de jouer, qu'ils n'auraient peut-être pas imaginé. Et c'est assez facile de faire ça dans un travail collectif.
Non, par là, vous tournez comme ça, par là. Non, c'est l'autre sens. Vous gardez un œil sur moi. C'est bien d'arriver à faire parler des musiciens, de les faire bouger, de les faire danser. Il y a beaucoup de choses à faire avec les déplacements sur scène, etc. Ça, c'est vraiment intéressant. On fait forcément avec ce qu'on sait faire, mais on ne fait jamais n'importe quoi. C'est le fait d'avoir l'impression que c'est n'importe quoi, c'est plutôt subjectif pour les gens qui sont extérieurs à la musique. Le public peut avoir des fois l'impression que des musiciens font n'importe quoi, ce qui n'est pas forcément le cas des musiciens d'ailleurs. Ça va s'amuser ces prochaines parties. Ben, je vais dire quelque chose qui paraît banal mais qui ne l'est pas, c'est que ça faisait presque 8 ans que je n'étais pas venu ici. Et vraiment, ça m'a fait un plaisir et ça me fait grand plaisir d'être là, de jouer, de rencontrer des musiciens mauriciens, certains que je connais depuis 20 ans, comme Belingo, comme d'autres. Et puis peut-être, ce qui était le cas aujourd'hui, de rencontrer des musiciens plus jeunes. Ouais, c'est vraiment un grand plaisir. J'ai rencontré Ernest Vier quand j'étais à La Réunion, justement, puisque j'y suis resté 4 ans. Et donc, je connaissais Cyril Michel, qui est l'organisateur de ce premier festival. Il était dans un hôtel à l'hôtel Ambre. Je suis venu très souvent ici. Et c'est à ce moment-là, c'est au début 89-90, que j'ai eu l'occasion de jouer et de connaître Ernest. Et c'est un musicien que j'ai beaucoup apprécié. Je pense qu'on s'appréciait mutuellement beaucoup tous les deux. Et ça a été vraiment un plaisir pour moi de jouer avec lui, pas seulement en tant que musicien, mais j'avais beaucoup de respect pour lui humainement, en tant qu'être humain. C'était quelqu'un d'assez réservé, mais ouais, on s'est très bien entendu, on avait beaucoup de respect l'un pour l'autre. Sur ces notes plaisantes et nostalgiques, nous vous souhaitons une semaine mélodieuse en totale harmonie. Adios.